Ce Catalina, un avion amphibie qui a connu ses heures de gloire pendant la Deuxième Guerre mondiale comme avion de surveillance à grand rayon d'action, porte l'insigne de la Calypso. Copiloté par Philippe Cousteau, il quitte la côte surpeuplée de Floride. Le plus récent des bâtiments de recherche du commandant Cousteau a troqué sa vocation guerrière pour un rôle pacifique. Cet engin d'exploration supplémentaire assurera à l'équipe de la Calypso une plus grande mobilité. Sa destination aujourd'hui, les îles tropicales au large du Yucatan, un des rares endroits où les eaux des Caraïbes offrent encore un sanctuaire à la vie marine dans tout son éclat. Cousteau va étudier les régions qui bordent la péninsule du Yucatan où les remontées d'eau profondes, riches en éléments nutritifs, assurent le développement d'une grande diversité d'animaux marins. Cousteau cherchera aussi à approcher certains requins dont le comportement étrange lui a été signalé. Ces requins pénètrent dans les grottes de la région pour y dormir. On pense généralement que les requins de pleine eau ne doivent jamais cesser de nager pour que leurs branchies soient constamment irriguées par l'eau qui leur apporte l'oxygène. Si quelques-uns de ces requins viennent vraiment dormir dans les grottes du rivage, Cousteau essaiera de les filmer et d'étudier de près le cas encore mal connu des requins dormeurs. Dans le vaisseau volant spécialement équipé pour transporter 8 explorateurs sous-marins, Cousteau tourne au-dessus de la jungle tropicale de Yucatan et des ruines d'une ancienne capitale de la religion maya. Avant que leur culture ne s'effondre au Xe siècle, les Mayas étaient de remarquables architectes. Ils ont construit de grandes pyramides comme le temple de Chichen Itza. Dix siècles plus tard, nous amorçons notre descente au large de l'île frangée de récifs de Contoy pour filmer le monde sous-marin du Yucatan. Les atterrissages plutôt rudes sont une spécialité des lourds Catalina. En approchant de la mer à faible vitesse, Philippe remet les gaz et fait planer l'appareil sur l'eau pour rejoindre la Calypso. Faire atterrir un Catalina à pleine charge demande l'expérience d'un marin plutôt que d'un aviateur. Le capitaine Hank Lilliebeck, Cousteau et son fils Philippe embarquent dans un Zodiac qui les conduit à la Calypso.
Pour la première fois, les membres de l'équipe de la Calypso, maintenant rassemblés ici, auront l'occasion de travailler avec les forces combinées du navire de recherche parfaitement équipé mais lent qu'est la Calypso et de cette nouvelle base volante de plongée qui peut se déplacer à grande distance. Sous la coque de la Calypso qui a bourlingué à travers le monde, la vie marine est restée à l'abri de l'intrusion des hommes. En surface, la mer est dure. À une profondeur de 30 mètres, le long d'une petite crête rocheuse riche en couleurs, nous sommes accueillis par des cérioles et des poissons chirurgiens. Bien qu'il n'y ait pratiquement pas de formation corallienne ici, les poissons porcs abondent et atteignent une taille inhabituelle. La colonie abandonne le terrain aux grands barracudas aux dents pointues comme des clous. La survie dans la mer dépend souvent d'un abri. Les raies à aiguillons aux ailes plates qui craignent les requins se dissimulent dans le sable. La raie à aiguillon dispose d'une arme de dissuasion, sa queue flexible, hérissée d'un ou de plusieurs dards recouverts de venin. Elle peut frapper dans n'importe quelle direction, infligeant des blessures graves et douloureuses. Une autre équipe de plongée inspecte les carcasses des navires qui ont trouvé leur fin dans les Caraïbes. Depuis l'époque de la flotte de l'or espagnole, qui était la proie des pirates, jusqu'aux bateaux de notre temps, des milliers de navires ont été engloutis par les cyclones. Les vaisseaux fantômes encroutés d'éponges, de bernacles et de corail sont devenus des refuges pour les petits poissons et les raies à aiguillons. La raie à aiguillon a des dents puissantes, comme des meules, capables d'écraser les palourdes et les autres coquillages qu'elle trouve en abondance sur le fond. À bord de la Calypso, on remonte lentement un filet à plancton aux mailles fines. Pour étudier la fertilité de cette région, on analysera des échantillons d'eau qui permettront de déterminer leur richesse en organismes microscopiques. La concentration de plancton végétal et animal conditionne l'abondance des autres animaux aquatiques, car le plancton est à la base de la chaîne alimentaire marine. Okay. Ah, we have a lot of goodies in here. Ah, des choses, hein? Bon, ok. Il y a de nombreux spécimens vivants à observer sous le microscope à projection. Alors, ça vient d'un... Dans le laboratoire de la Calypso, Cousteau et Louis Preslin cherchent à identifier les différentes espèces du plancton. En surface. Celui-là est à 40 mètres. Alors ça, c'est quoi? Sur l'écran de notre microscope, voici un minuscule amphipode, On dirait un polyquet. un crustacé d'1 centimètre de long. Et là, il a l'air endormi. Ce zooplancton ou plancton animal mène une vie errante, dérivant au gré des courants. Attendez, on va faire quelque chose. Dans notre galerie microscopique du monde du plancton, les plus abondants sont les copépodes, les crustacés très remuants qui se nourrissent d'algues minuscules. Voici un annélide, un ver, qui se déplace avec une certaine grâce. La larve ou zoée transparente d'un coquillage porcelaine, puis celle d'un crabe,
palpitent vigoureusement d'une vie toute neuve. Un bernacle au stade larvaire étend son pied pour tamiser les petits organismes en suspension dans l'eau. Les crevettes transparentes qui vivent normalement sur des hydraires sont accidentellement balayées et rejoignent la grande famille du plancton. Cette larve de poisson grandira pour devenir un poisson plat qui nagera librement. Ce bébé calmar sait se propulser dès la sortie de l'œuf. Il pourra bientôt ne plus dépendre des courants. Le plancton ne comprend pas que des êtres minuscules. Certains grands organismes passifs, comme des méduses, s'ajoutent par milliards aux algues unicellulaires, aux larves, aux crustacés minuscules. Le plancton forme au large des Caraïbes comme ailleurs la base du cycle alimentaire qui entretient la vie de toutes les créatures, depuis les anchois jusqu'aux requins et aux baleines géantes. Maintenant, Cousteau et son équipe volent vers l'île des femmes, Isla Mujeres, au Yucatan, où un pêcheur de langoustes indigène surnommé Valvula a fait une étonnante découverte, des requins dormant dans des grottes. Le Catalina offre de grandes possibilités de manœuvre au-dessus des récifs de coraux et des lagons peu profonds à travers lesquels la Calypso n'aurait jamais pu pénétrer. On peut voir voler en groupe, à travers l'eau cristalline, des raies manta géantes, appelées parfois poissons du diable. De notre hélicoptère, nous filmerons le spectacle d'en haut, pendant que Philippe et une équipe de plongeurs quittent rapidement le vaisseau volant pour entrer en action. Seul l'avion amphibie permet de déplacer aussi vite les plongeurs et leur équipement. Les conditions de la mer sont parfaites pour filmer les mantas. L'équipe du Catalina plonge au milieu de ces animaux géants qui tournent comme des avions sous-marins. Les mantas ne nous quittent pas des yeux. Elles vont et viennent, survolant les membrures effondrées d'une vieille épave. Elles arrivent de front. Ces bêtes énormes se sont rassemblées ici pour se nourrir de plancton, ces organismes minuscules que nous avons examinés au microscope. Les mantas incurvent deux étranges appendices charnus, formant une sorte d'entonnoir qui les aide à engloutir les petits crustacés, larves ou alevins qui constituent le plancton. Ce plancton est filtré dans des branchies et l'eau s'échappe par des fentes verticales. Les raies mantas ont été nommées poissons diables parce que, pour nager rapidement, elles pointent les appendices de leur tête comme des cornes
évoquant ainsi Satan lui-même. Ces animaux, avec leurs 6 mètres d'envergure, sont incroyablement tolérants et ne présentent aucun danger pour l'homme. Mieux vaut cependant éviter une collision avec ces titans d'1,5 tonne. Contrairement à la raie à aiguillon, la manta n'a qu'une courte queue en fouet, sans dard venimeux. Ses cornes souples, pointées vers l'avant, la manta, dont la forme est parfaitement adaptée à la mer, a vite fait de dépasser à la nage Philippe, qui essaie de la suivre avec sa caméra. Les yeux sont situés sur les côtés de la tête. Aussi les mantas peuvent-elles voir latéralement et au-dessous d'elles. Elles nous gardent continuellement dans leur champ de vision pendant qu'elles engouffrent leur nourriture au hasard. C'était pour nous un intermède imprévu. N'oublions pas nos requins dormeurs. Laissons les poissons du diable faire bombance dans leur pâturage de plancton. Le Catalina Calypso II se dirige vers le pays des requins dormeurs. L'auteur et réalisateur mexicain Ramón Bravo va guider Cousteau dans les grottes profondes de l'Isla Mujeres, au large de Yucatan. C'est là qu'il prétend avoir vu des requins en plein sommeil. Lourdement chargé d'hommes et d'équipements de plongée, l'hydravion a besoin d'une longue distance pour amérir. À 12 km au large de l'Isla Mujeres, l'ancre est jetée. Il faut quand même que je fasse ça. Les plongeurs s'équipent dans la bulle en plexiglas qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, abritait les mitrailleuses. L'équipe embarque dans le Zodiac amarré à la coque de l'hydravion. Bon. C'est l'arrière ou l'avant? Un peu de haut ce matin. C'est lui qui l'a misé? Ouais, c'est lui qui passe la bouteille. Bien que c'est servi encore cette bouteille. Nous descendons dans 25 mètres d'eau claire jusqu'à un fond de sable blanc où s'alignent de loin en loin des rochers et où s'ouvrent de petites grottes dans une falaise calcaire basse. Nous avançons vers les grottes avec des débordoirs à requins. C'est notre seul moyen de défense. Il est simple et inoffensif. Il nous servirait à repousser les requins s'ils devenaient trop curieux. Une grande murène à l'aspect rébarbatif semble garder l'entrée de cette grotte.
poissons sous la murène. C'est ici que Ramon a vu des requins. Une grande tortue de mer est surprise par nos lampes. Elle s'enfuit vers une autre grotte. Nous inspectons prudemment les voûtes et l'intérieur des cavernes. Le plafond d'une grotte calcaire est poreux. Les bulles provenant de nos détendeurs s'infiltrent à travers la roche encroûtée. En montant, ces bulles attirent un poisson-ange solitaire. Mais pourquoi donc un poisson-ange voudrait-il manger des bulles ? Est-il pensable qu'il veuille tout simplement s'amuser ? Comme il a l'air de choisir ces bulles, il est plus probable qu'en traversant le rocher, elles se sont chargées de petits animaux ou d'algues qui les rendent appétissantes. À l'entrée d'une autre grotte, nous faisons une nouvelle connaissance. C'est un poisson écureuil rouge et or. Il doit son nom à ses grands yeux qui ressemblent à ceux des écureuils. Familier, mais cependant résolu à défendre son territoire, il proteste en grondant. Le poisson écureuil se situe entre les formes de poissons les plus primitives et les plus élaborées. Voilà des millions d'années qu'il grogne. Les bruits passionnés qu'il émet à la saison des amours s'entendent jusqu'en surface. Il y a des douzaines de grottes dans la région, mais les requins, dit-on, ne dorment que dans quelques-unes. Un gros mérou apparaît au fond de l'une d'elles. Cousteau s'aperçoit que le mérou a été grièvement blessé. Un gros hameçon est enfoncé dans sa mâchoire inférieure et tout le côté gauche de sa tête est enflammé. Les plongeurs vont essayer de le débarrasser de l'hameçon et du bout de la ligne. Bernard Delmotte tente de venir en aide au mérou. Il tire la ligne, mais elle lui brûle la main à travers son gant. Cousteau examine les grottes l'une après l'autre. Peut-être est-ce la mauvaise saison pour les requins dormeurs. Voici une très vieille tortue de mer couverte de bernacles. Un rémora ou poisson ventouse se fait transporter sur son dos. Pour Bernard, c'est peut-être la dernière occasion de nager avec l'une de ces tortues appelées à disparaître bientôt. La tortue est capable d'effectuer une navigation très précise au cours de ses longues migrations vers les plages où elle va pondre. En revanche, à terre, c'est une victime maladroite et sans défense.
Bien que les tortues soient théoriquement protégées dans certaines régions, elles sont encore chassées sans merci pour leur chair ou tuées indistinctement par de prétendus sportifs lorsqu'elles parcourent les mers. Cousteau continue son exploration systématique. L'entrée d'une grotte basse et large apparaît à peine distincte devant lui. Les habitants, s'il y en a, sont cachés par l'obscurité. Finalement, nos lampes révèlent, loin dans le fond de la grotte, un requin. Le requin lui aussi nous a vus. Ses petits yeux laiteux, ainsi que les barbillons charnus qui pendent de sa mâchoire supérieure, nous indiquent qu'il s'agit d'un requin nourrice. Il ne nous quitte jamais des yeux et un petit rémora s'agite nerveusement sur sa tête. Pendant plus de 2 mois, Cousteau et les hommes de la Calypso plongent systématiquement chaque jour dans les 3 principales grottes sous-marines au large de l'île des Femmes. Aujourd'hui, il y a du nouveau. La lumière des lampes passe sur un grand requin taureau. Il est posé sur le fond, immobile. Sa tête massive lui a valu son nom. Elle est partiellement cachée par une touffe d'algues. Prudemment, Jacques Delcouter touche l'animal pour voir s'il est réellement endormi. Le requin ne bouge pas, mais son œil gauche fixe Jacques. Jusqu'à la récente découverte de Valvula, on ignorait que le requin-taureau pouvait aller se retirer dans des grottes. Nous continuons nos plongées pour essayer de déterminer pourquoi et avec quelle fréquence les requins séjournent dans les grottes. Ici, un autre requin nourrice. C'est un gros mâle reconnaissable à ses 2 longs organes reproducteurs, appelés claspères, en état d'érection. C'est la saison des amours, l'époque où les mâles de la plupart des espèces sont le plus agressifs. Contrairement au requin taureau qui nage à grands coups de queue, le requin nourrice qui est plus souple ondule de tout le corps comme un serpent. Ramon a indiqué au commandant Cousteau qu'il avait découvert dans la région 6 grottes où des requins dormaient. Peut-être même y en a-t-il davantage. Il est généralement admis que les requins de haute mer, comme les requins taureaux, sont obligés de nager continuellement pendant toute leur vie afin d'obtenir l'oxygène indispensable à leur organisme. Au contraire, les requins qui vivent sur le fond, comme ce requin nourrice, respirent régulièrement en aspirant l'eau par la gueule et en la rejetant à travers leur fente branchiale. C'est que le requin nourrice dispose d'un système musculaire qui lui permet ses mouvements respiratoires alors qu'il est posé ou qu'il dort sur le fond.
Quelques scientifiques pensent que cette faculté, héritée de formes plus anciennes de poissons, était perdue par certaines espèces de requins parce qu'ils se sont adaptés à la pleine mer. Le requin nourrice s'est soudain aperçu que nous étions là. Nous ne faisons rien pour l'empêcher de sortir. Au-dessus du rivage de sable blanc de l'île des Femmes, aux Azila Hotels, Philippe Cousteau discute les problèmes des requins dormeurs avec le docteur Karl Kushnoff, spécialiste des requins à l'Université du Texas, avec Ramon Bravo et avec notre ami le plongeur local Valvula Garcia, qui est à l'origine de nos recherches. Philippe demande à Ramon Bravo de servir d'interprète. Il faut savoir pourquoi les requins vont dans ces grottes. Est-ce vraiment pour dormir ? Pour mettre au monde des petits, ou encore parce qu'ils sont malades. Le docteur Kushnoff répond « Quant à moi, je n'ai jamais rien lu concernant des requins taureaux posés sur le fond, dans les grottes. » Évidemment, le comportement de cette famille de requins n'est pas de ceux qu'on peut étudier facilement. Ils sont trop grands et certains d'entre eux sont très dangereux. Je pense que maintenant nous pouvons admettre ce que vous venez de découvrir. Certains de ces requins se reposent vraiment sur le fond. Aviez-vous déjà entendu parler de ça? Non, répond Bravo. Vous non plus, Philippe? Quand j'ai écrit mon livre sur les requins, répond Philippe, j'étais certain qu'il existait des espèces qui ne dormaient jamais. Bravo pense que ces requins viennent dans la grotte parce que le courant y est plus fort. Pourtant, quand on les observe, on les voit nettement respirer. Dans la grotte de la Punta, dit Philippe, et aussi dans une autre que nous appelons la grotte Calypso, il n'y a pas de courant à l'intérieur. C'est ce que vous croyez, dit Bravo. Mais Philippe précise qu'il a agité le sable pour en soulever un nuage et que le sable, après s'être élevé, est retombé sur place. C'est possible, répond Kushnoff, mais il faudrait descendre et essayer de mesurer le courant. Cousteau et son équipe se préparent à descendre à travers les forts courants de surface pour voir s'il y en a aussi dans les grottes situées bien au-dessous. Ils vont également procéder à des expériences pour déterminer les caractéristiques de l'eau dans les grottes à requins. Cousteau entre dans une grotte où la veille il a vu un requin taureau au repos. Il prend soin de ne pas créer de remous en se déplaçant. Il dépose un sac de fluorescéine dans le fond de la grotte. Avec un harpon, Cousteau s'apprête à percer le sac et à libérer le colorant. Mais tout d'abord, il fait signe au caméraman de filmer cette expérience qui doit détecter la présence ou l'absence de courant. S'ils existaient, les courants permettraient aux requins de survivre pendant qu'ils se reposent, car ils feraient circuler l'eau dans leur gueule béante et sur leurs branchies. Leur corps serait oxygéné sans qu'il leur soit nécessaire de nager. Cousteau remue le colorant qui s'étend uniformément mais qui ne se répand dans aucune direction particulière. Aucun indice de courant dans la grotte. La deuxième expérience consiste à déterminer si l'eau enfermée dans la grotte est différente de l'eau du dehors. Avec des bouteilles Nansen,
les plongeurs prélèvent plusieurs échantillons d'eau à l'intérieur et à l'extérieur de la grotte. On a aussi émis l'hypothèse que des sources d'eau douce débouchaient dans ces grottes, ce qui pouvait attirer les requins. Les échantillons sont remis à John Hill, chercheur scientifique qui, avec des étudiants de l'Université du Texas, analysera l'eau ainsi recueillie. Oui, alors, Paul, vous descendez à 50 mètres à peu près. Et il faut le remonter de Well, no, this is a good one. We have used it before. Cousteau obtiendra des données concernant la température, la salinité et les substances nutritives dans les grottes et à proximité. Les analyses révèlent qu'il n'y a pratiquement aucun apport d'eau douce à l'intérieur des grottes. Rien ne permet de penser non plus que les différences de température ou de composition chimique soient suffisamment grandes pour attirer les requins. Et pourtant, voici encore un autre gros requin-taureau. Le film montre que les requins-taureaux, bien qu'ils fassent partie des animaux de haute mer, ont bien la possibilité de ventiler leurs branchies lorsqu'ils se reposent sur fond. En général, les animaux marins pénètrent dans les grottes ou les crevasses pour se protéger. Pourquoi ces requins puissants auraient-ils besoin de protection? Peut-être est-ce parce qu'ils sont malades ou blessés. De toute façon, il n'y reste que quelques heures. Ce requin-taureau nerveux a hâte de partir, mais les hommes sont sur son passage. Finalement, le requin frôle les plongeurs et part. Mais la raison exacte pour laquelle il est entré dans la grotte reste un mystère. Au large de l'île des Femmes, toute une série de plongées est organisée à partir de l'hydravion Calypso 2 pour voir si les requins-taureaux habitent les grottes la nuit. Comme ça qu'il faut être. Ouais. Les pêcheurs de langoustes du pays ne descendent jamais à ces heures-là parce que les requins ont la réputation de chasser la nuit et les pêcheurs craignent d'être attaqués. Bon. Nous exerçons notre surveillance de jour et de nuit. Nous entrons dans une des grottes où nous avons vu pendant la journée un requin-taureau. Au fond de la grotte, nous découvrons un poisson perroquet au bec bleu. C'est l'un des plus gros que nous ayons jamais vus. Prudemment, nous continuons nos recherches. Dans une autre grotte, un mérou recule devant nos lampes. Et maintenant, ce n'est pas un requin, mais notre vieil ami la tortue de mer qui émerge lentement,
les yeux lourds de sommeil. Nos lumières ont troublé son sens de l'heure. Pour la tortue abasourdie, l'aurore est venue trop vite. Cousteau n'a pas trouvé un seul requin dans une grotte la nuit. Et maintenant, en pleine eau, en voici un. Je sais que lorsque les requins sont pris de frénésie, il est temps de partir. Je donne au plongeur le signal de remonter. Nos recherches ont dissipé quelques-unes des légendes sur les requins dormeurs, mais il subsiste des énigmes importantes. Avant de quitter le Yucatan, les forces de la Calypso convergent vers l'extrémité sud de l'île des Femmes. Une énorme masse, qui évoque un monstre marin, se déplace lentement, à faible profondeur, se détachant sur le sable blanc. Les plongeurs et les caméramens sous-marins encerclent et approchent cette masse sans contour. On dirait une nappe de mazout, mais ce type de pollution n'existe pas ici. Les plongeurs vont examiner cette espèce de monstre. Un mur de centaines de milliers de poissons défile devant nous. Il se déplace comme s'il était un organisme unique. Ce sont des poissons grogneurs blancs, ainsi nommés à cause de la tache claire qui orne le dessus de leur corps et du grognement qu'ils émettent en faisant grincer leurs dents. Nous nous demandons pourquoi ces grogneurs qu'on rencontre généralement en banc plus restreint se sont rassemblés en un bloc aussi compact. Apparemment, ce n'est pas pour chercher leur nourriture, car ces fonds de sable blanc sont dépourvus de ce que mangent les grogneurs, crevettes, crustacés et petits poissons. S'agit-il d'un rassemblement nuptial? Bien qu'ils ne soient évidemment pas en train de frayer, les grogneurs pourraient être motivés à nager ensemble pendant toute l'année afin d'être certains de trouver des partenaires quand vient la saison des amours. Selon une autre théorie, les grogneurs en masse constitueraient une formation capable d'effrayer et d'éloigner les prédateurs. Pour permettre aux prédateurs ou aux plongeurs de le traverser, le banc se sépare en deux. Certains éthologistes croient que cette manœuvre sert à déconcerter l'ennemi. Nous avons toujours tendance à porter sur les animaux des jugements simplistes.
Ou bien nous leur attribuons nos propres sentiments, ou bien nous les sous-estimons en ne leur prêtant que des comportements élémentaires. La recherche de la nourriture, la défense du territoire et l'instinct de reproduction. Non seulement les animaux ont des sens souvent plus nombreux et parfois plus complexes que les nôtres, mais encore chacun d'eux a sa propre personnalité qu'il nous est bien difficile de discerner. Ainsi, dans le mur vivant des poissons grogneurs, chacun vit pour son propre compte le destin collectif. De telles rencontres ne font qu'attiser notre curiosité pour la mer et pour ses mystères. L'hydravion se prépare à décoller de la pointe sud de l'île des Femmes pour découvrir d'autres prodiges. Dans une mer malade de l'homme, il est de plus en plus difficile de comprendre les phénomènes naturels. Pour nos prochaines explorations, nous aurons recours à toutes les techniques possibles, depuis les satellites jusqu'aux sous-marins, non seulement pour mieux connaître, mais pour mettre à profit avec discernement le mécanisme complexe de la vie.